Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire consacré à la sécurisation de votre chaîne d'approvisionnement dans un environnement économique et opérationnel tendu. Je suis Sophie Mille, responsable marketing digital au sein d'Urios et je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour vous apporter des solutions simples et efficaces pour absorber du mieux possible les tensions de BFR et de trésorerie à l'heure actuelle. J'ai le plaisir, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, de vous présenter Aurore Petit, notre directrice commerciale. C'est elle qui va animer ce webinaire et vous présenter notre solution. Avant de lui laisser la parole, sachez que ce webinaire durera approximativement 30 minutes. Nous avons tenté de condenser notre intervention au maximum. On a bien conscience qu'avec la période actuelle, toutes les entreprises ont beaucoup de travail en ce moment. Je tiens à préciser que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure sur le chat ou via la petite partie questions. Nous y répondrons soit à la fin de la présentation, soit individuellement si nous n'avons pas eu le temps de répondre à l'ensemble des questions. Sachez également que les slides du webinaire et le replay vous seront envoyés par mail sur demande. Donc n'hésitez pas. Aurore, je te laisse la main. Ça marche. Merci Sophie pour cette introduction. Je suis ravie d'être à vos côtés ce matin et je vous remercie sincèrement de votre disponibilité. Donc, on va démarrer. Alors, c'est moi qui jongle aussi sur la présentation. Tout à fait. Voilà. Bon, Sophie, tu parlais en fait dans ton introduction d'un environnement tendu. Donc, je vous propose de commencer notre intervention là ce matin sur quelques éléments de contexte. Donc, vous en voyez apparaître à l'écran. En fait, en ce moment, l'économie mondiale et européenne pâtissent principalement des prix des matières premières énergétiques et les entreprises, elles voient s'accroître l'incertitude en fait autour de leurs approvisionnements. La guerre en Ukraine, les mesures radicales du confinement de la Chine là, durant ces 2 derniers mois ont entraîné de fortes perturbations de la logistique, du transport et des chaînes d'approvisionnement. Et on a connu une augmentation des coûts des matières premières. C'est simple, dans la zone euro, l'inflation globale a bondi à 8 points au mois de mai, ce qui est le taux le plus élevé en fait de l'histoire de l'Union monétaire. Donc, bon, quand on a décrit tout ça, comment connaître les impacts sur les entreprises? Comment ces perturbations, ces fortes perturbations, se traduisent en fait dans leur gestion, leurs finances, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse en fait ce matin, hein, Sophie, c'est comment on peut y remédier, comment les entreprises peuvent remédier effectivement à ce contexte de crise. Donc, pour mesurer les impacts de cette conjoncture, d'où les impacts conjoncturels dans le titre du slide, je vous propose de faire simple. On va décrire ensemble un cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle classique. Et de ce cycle, on va tenter de faire varier des scénarios. Donc, les scénarios, là, ils apparaissent à l'écran. On va faire un scénario avec une hausse des prix des matières premières, un retard de paiement d'un de vos clients, et on va tenter de simuler également une rupture d'approvisionnement. Donc, avec des schémas, nous allons vulgariser les impacts. Donc, je ne suis pas là pour faire un cours de finance, hein, vous serez bien sûr mieux placé que moi sur le sujet. Le but, en tout cas, notre but à Sophie et moi ce matin, c'est vraiment de connaître les points de douleur de l'entreprise en ce moment, ce qu'elle vit, et de mettre en face une solution pour y remédier, tout simplement. Donc, si nous devons effectivement construire ensemble un cycle d'exploitation, il nous faut des données de départ. Donc, les données, on les a données là sur la gauche. Faisons vivre un petit peu ces données. Alors, dans notre cas d'espèce, on a quoi? Je suis une entreprise. J'achète ma matière première à mon fournisseur et je vais le payer à 30 jours. Donc, on va voir apparaître mon premier crédit fournisseur. Alors, ce qu'on s'est dit avec Sophie, c'est que c'est sûr que là, dans notre exemple, c'est quand même valorisant parce qu'en ce moment, on a quand même beaucoup d'entreprises qui payent comptant, voire même par avance en fait. Hein. Donc, nous, on a pris l'exemple du délai de paiement à 30 jours. Donc, j'ai récupéré ma matière première et je vais la stocker durant 10 jours. Hop, on voit apparaître le stock à l'écran des 10 jours. Je vais produire, je vais stocker mes produits finis durant 25 jours. OK? On le voit donc à l'écran. À ce moment-là,
je peux vendre mon produit fini. Et je vais accorder un délai de règlement à mon client de 30 jours. Je vais voir apparaître mon crédit client. Pour l'instant, c'est assez mécanique, ce qu'on peut voir à l'écran, mais ça représente un cycle d'exploitation industrielle assez classique. Alors, la question qu'on peut se poser une fois qu'on a montré ça, c'est où va se trouver le besoin? Rapidement, on va voir qu'il y a un premier besoin qu'on va trouver qui est le besoin de financement du stock, et on va bien sûr avoir le besoin de financement du crédit client. Donc là, c'est assez clair et visible à l'écran. OK? Donc, on sait où se trouve le besoin. Mais comment mesurer l'ampleur de ce besoin? C'est ça qu'on a essayé de mettre en évidence avec Sophie. Donc, on va tenter de mettre des chiffres et quelques couleurs, en fait, sur des schémas. Rappelons que le but, il est de vulgariser la situation pour arriver à la solution qu'on veut vous présenter. Donc, on va mettre des chiffres et des couleurs. Imaginons que c'est mon entreprise. Je poursuis ce cycle d'exploitation. J'ai une trésorerie, elle est à 10 au départ de mon cycle d'exploitation. Vous voyez, j'ai une trésorerie à 10. Allez, commençons la simulation avec des vrais chiffres pour se rendre compte un peu plus des choses concrètement. Donc, on recommence. Mon entreprise achète à crédit des matières premières pour 30 000 euros. Bon, je vais comptabiliser une dette fournisseur de 30 000 euros. Pas de problème, on la voit dans les schémas. Puis, mon entreprise va stocker ses matières premières. On va donc comptabiliser 30 000 dans le poste stock de matières premières. OK? On les voit là à l'écran. Bon, à ce moment-là, le stock, il est financé par la dette fournisseur. Je n'ai pas de besoin de financement. Là-dessus, c'est assez clair. J'ai ma trésor à 10. C'est mon petit capital de départ. Ensuite, deuxième étape, je vais entrer en phase de production de mes produits finis. Mon entreprise va consommer ses matières premières, elle va produire et elle va stocker ses produits finis. Conséquence. Allez, première conséquence, la valeur du stock de matières premières va passer à 0. On le voit dans l'écran. La valeur du stock de produits finis, je vais la passer à 40. Alors, pourquoi 40? J'ai repris les 30 de matières premières et j'ai juste rajouté 10 pour le coût de la main-d'œuvre dans mon exemple. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à 40. Là, on va commencer à voir apparaître un petit BFR de 10, qui est le stock de produits finis moins la dette fournisseur, 40 moins 30, 10. Bon, c'est un léger BFR. On se rend bien compte que à ce niveau-là de mon cycle, mon stock, en fait, il reste encore en grande partie financé par ma dette fournisseur pour l'instant. Et au niveau de la trésor, ça bouge pas. J'ai pas de rentrée d'argent, j'ai pas de sortie d'argent, ça ne bouge pas. OK? Donc, si je continue dans l'exemple de mon cycle, j'en suis à la troisième étape. Je vais devoir payer mon fournisseur pour les matières premières que je lui ai commandées. Conséquence, la dette fournisseur va passer à 0. L'entreprise, elle va perdre sa seule source de financement pour le moment. Et là, le BFR explose. Ça y est. BFR à 40, forcément, si on fait stock de matières premières moins dette fournisseur, 40 moins 0, ça fait 40 dans mon exemple, le BFR commence à exploser. Sur ma trésor, j'ai payé, j'ai décaissé, donc 10 mon capital de départ moins ce que j'ai décaissé, on arrive à une trésorerie de moins 20, donc ça y est, la trésor est négative à ce moment-là. OK? Donc, quatrième étape, les produits finis sont vendus. Donc, je vais les vendre à crédit, dans mon exemple. Conséquence, ils vont sortir du stock, donc le stock de produits finis va être à 0. Ils vont passer dans les créances clients pour la valeur de 5 ans dans mon exemple. En fait, c'est juste la valeur de facturation dans notre exemple. Et là, le BFR, le BFR, il est à son maximum car la valeur de facturation elle est supérieure à la valeur du stock, tout simplement. Et ma trésorerie ne bouge pas parce que je n'ai pas eu de rentrée d'argent encore. Elle reste négative. Et là, dans notre cycle et notre exemple, concrètement, on va voir la dernière étape. Mon client, il paye. Vous savez, avec le délai de règlement à 30 jours, donc il va payer. Le poste client passe à 0. Le BFR, il va passer à 0 également, puisque créance moins dette 0, 0, j'ai du 0 partout. Donc, il n'y a plus de besoin de financement.
La créance, elle a été encaissée. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas besoin de financement. Et la trésor, ma trésorerie, bon, bah, ça y est, elle redevient positive et elle augmente. Ça y est, là, je retrouve vraiment de la trésorerie. J'avais moins 20, j'encaisse mes 50 du client, je suis à plus 30. OK, il n'y a pas de problème. Là, on se rend compte que j'ai de la trésor. Donc, sur ce schéma très simple, qui sont juste matérialiser les données de départ de notre cycle d'exploitation, on se rend bien compte quand même que l'entreprise elle doit faire face en fait à une tension tous les jours. En situation normale, hein, c'est la raison pour laquelle on répétera toujours que le cash c'est le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce que on se rend bien compte que ça se consomme très vite du cash et qu'on a besoin de ce cash pour financer notre exploitation. Et ça, c'est l'exemple qu'on vous donne, c'est dans une situation, on va dire, classique, assez standard et traditionnelle. Merci Aurore de nous avoir montré les données d'un cycle d'exploitation du coup normal que toute entreprise connaît. Est-ce que maintenant nous pouvons aller dans des situations plus complexes et commencer par exemple avec un cas d'augmentation des matières premières de 30% sans répercussion sur le prix de vente? Oui, bah effectivement, on a prévu ça. Alors, si on remonte toujours avec nos schémas pour essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, scénario, je suis la même entreprise, c'est juste que je vais faire varier ma situation de départ avec la hausse des matières premières. Donc, dans notre exemple, on a une hausse de matières premières de 30%. Et je le répète, dans l'exemple là, on va pas pouvoir répercuter cette hausse des matières premières sur le prix de vente. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Sur les premières étapes, ça change pas grand-chose, à part que tout a pris 30% de plus. Hein, donc, ça, c'est la constatation assez classique. Mais en fait, l'impact, il va vraiment se voir à l'étape 3. À l'étape, en fait, là, du paiement des fournisseurs. Mon BFR, il va être à 49. Dans la situation hors augmentation des matières, j'avais un BFR de 40. Donc là, on voit quand même que mon BFR, il s'est pris plus de 22% quand même là dans la vue, juste juste avec un scénario différent de ce qu'on peut connaître actuellement avec la hausse des coûts des matières. Et ma trésorerie, elle est à moins 29. Bon, elle était à moins 20 sans l'augmentation des matières, donc c'est sûr que ça s'accentue encore. Là où on peut voir également l'impact, ça va être sur la dernière étape. Peut-être sur la dernière étape du paiement du client, vous allez bien voir que forcément la trésor descend à 21 contre 20 en situation normale. À moins 30, on retrouve les moins 30 de notre situation, de notre scénario. Donc voilà, donc on voit bien effectivement que la tension, elle s'est accentuée. Alors entre nous, si on avait répercuté en fait l'augmentation de ces matières premières sur le prix de vente, voilà, au départ, je m'étais dit avec Sophie, on va peut-être faire un schéma, mais on va juste parler de l'impact. Si jamais on avait répercuté sur le prix de vente, bon, en fait, est-ce qu'on aurait eu le même impact? En fait, on n'aurait pas eu d'impact sur la trésorerie parce qu'on serait revenu à la situation normale qu'on a vue tout à l'heure. Parce que si on répercute, ça va toucher la facturation, le poste client, la trésorerie, donc l'impact se serait annulé en fait. Par contre, l'impact, il n'est pas annulé au niveau du BFR, car le montant des stocks, il n'est pas concerné par le prix de vente. Donc, on aurait eu un impact, même si on avait répercuté sur le prix de vente, sur le BFR. Donc, on aurait eu un besoin. Donc effectivement, on remarque bien que la hausse du prix des matières premières impacte directement le BFR. Et que se passe-t-il si maintenant nous mettons en pratique cet exemple avec un retard de paiement? On sait aujourd'hui que les clients subissent aussi la crise et connaissent de fortes tensions. Donc, il se peut qu'ils nous paient en retard ou en plusieurs fois. Que se passe-t-il au niveau de notre trésorerie du BFR? Alors, si je reprends, on a fait un scénario du retard de paiement. En fait, donc dans notre scénario, comme tu le dis, notre client connaît la crise aussi, difficile, donc il peut pas tout nous payer, donc il va nous payer en 2 fois et la deuxième fois, c'est 30 jours supplémentaires. Ça, c'est, on va dire, ça va être notre situation. Et quel est l'impact? Bon, ça a un double impact. Premier impact, ça va être là sur le BFR. Sa tension, en fait, elle s'est accentuée jusqu'au paiement total, donc la tension, elle est plus longue. Et l'impact sur la trésorerie, car en fait, dans le même esprit, c'est juste que la trésorerie, elle a mis plus de temps à se reconstituer.
à la fin, on arrive aux mêmes données. C'est juste que ça a pris plus de temps. Il faut le supporter plus longtemps. Et ça, c'est pas quelque chose de facile pour une entreprise. Et aujourd'hui, on fait aussi face, ou en tout cas certaines entreprises font face à une situation un petit peu plus particulière qui est la rupture d'approvisionnement des matières premières. Donc, normalement, elle ne peut pas produire, elle ne peut pas facturer, elle ne peut pas encaisser. Et qu'est-ce qui se passe du coup sur nos schémas à ce moment-là? Bah, quand on peut pas produire, pas facturer pour encaisser, on va dire qu'on a, je vais vous montrer, j'ai un schéma, mais globalement, avant de vous le montrer, il y a 4 impacts pour moi. Il y a l'impact sur les stocks, hein, c'est-à-dire que bah, mon entreprise, elle va se retrouver en fait avec un stock sur les bras qui va pas tourner. Premier impact. Deuxième impact, ça va être sur le BFR, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un BFR de longue durée. Et là, on le verra bien sur le schéma que je vais vous montrer. Et on a un impact sur le chiffre d'affaires, forcément, puisqu'on ne facture pas. Et puisqu'on ne facture pas, le dernier impact va être sur la trésorerie, puisque je ne peux pas encaisser. Donc, si je matérialise un petit peu tout ça, tous mes impacts, mes conséquences sur un schéma, voici ce que ça peut donner. Donc, hop, comme on peut le voir sur le schéma, dans cette situation, en plus, donc, j'achète moins, c'est-à-dire que je vais acheter par exemple 20 au lieu de 30. C'est le cas de la rupture. Donc, je ne vais pas produire, ok. Donc, il me manque de la matière première, tout simplement. Le stock de produits finis, il est bien à 0. Mais je suis bien obligée de payer le bout de matière première, les 20 que j'ai achetés. Donc, j'ai décaissé, mais j'ai rien produit, j'ai rien vendu. Donc, effectivement, dans cet exemple-là, on voit bien que la tension, elle est continue. Elle est continue et elle est sans fin. C'est ça, en fait, qu'on voit. Il n'y a pas de pic dans le rouge comme on a pu voir dans les autres exemples. C'est différent. C'est une tension longue, comme je vous disais juste avant. C'est long, tout simplement. Et du coup, ce qu'on peut dire, Sophie, c'est là, en tout cas, on a voulu nous mettre l'accent sur les impacts BFR, les impacts trésorerie. Mais moi, si je montre ça à notre responsable crédit du risque en interne, il va me dire qu'on a oublié un impact, qui est l'impact de la marge. Donc, voilà, on n'a pas été volontairement sur ce niveau de détail, mais naturellement, il y aura un impact sur la marge sur tous ces scénarios hein, à la baisse. Et c'est vrai que tous ces impacts sur la marge aura une conséquence même directe sur l'analyse du risque d'une entreprise, vraiment. Donc voilà, mais je tiens à faire un petit bémol, mais on va pas faire rentrer dans le détail de la marge, en tout cas ce matin. Merci Aurore pour tes exemples. En tout cas, on voit bien les conséquences plus ou moins fortes que ça peut avoir sur le BFR et la trésorerie. Si on a choisi de prendre ces 3 exemples, c'est parce que nous avons des remontées terrain de nos prospects et de nos clients. Donc, c'est les points de douleur les plus courants actuellement. Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut se poser pour essayer de sortir la tête de l'eau, Aurore? Alors, oui, et on va tenter de répertorier un petit peu tout ça. Donc, c'est ce que effectivement j'appelle les points de douleur. En fait, les questions qu'on peut se poser pour essayer d'y voir plus clair, ça va dépendre un petit peu de la casquette qu'on va porter. Donc, imaginons, je prends ma casquette de fournisseur. Je suis un fournisseur. Les questions classiques que l'on va se poser, ça va être comment, avec tous les schémas qu'on a vus, les tensions, les risques, comment je vais réussir à sécuriser mes ventes et mon chiffre d'affaires? Bien sûr, c'est une question récurrente dans la vie de l'entreprise, mais elle est accentuée en fait en période de crise. Et on voit bien que ça met à mal la trésorerie des entreprises. Donc, à un moment donné, ça va être comment je peux réduire l'exposition en fait au risque de défaillance de mon acheteur. Et si je reste sur mes problématiques de mon poste client, ça va être comment je vais améliorer mon DSO et comment je vais réduire le poids en fait de mon poste client. Donc, ça, c'est vraiment des questions que les fournisseurs se posent actuellement. Et on peut avoir également la question, mais est-ce que je peux avoir le luxe de choisir mes acheteurs? Comment je peux choisir mes acheteurs? Bon, bref, vous avez compris qu'en tant qu'acheteur, j'ai besoin d'être rassuré également hein, pour sécuriser mon flux d'affaires. Mais aussi, il y a des acheteurs qui subissent, enfin des fournisseurs, pardon, qui subissent bien sûr ces situations. Et en fait, ils vont plutôt se dire comment je vais pouvoir rassurer certains acheteurs sur ma capacité de livrer. Parce que ma situation financière, bah, elle va aussi préoccuper mes clients. Donc, j'ai besoin également de rassurer mes clients sur moi-même.
sur le fait qu'ils peuvent compter sur moi, que la situation est pérenne et que je vais pas rompre leur chaîne de production, par exemple. Et si je me mets à la place d'un acheteur, donc je prends ma casquette d'acheteur, dans le slide, on marque, allez, premier point, rassurer mes fournisseurs. Eh ben oui, c'est à un moment donné, avec la situation que l'on vit, comment je vais pouvoir donner de la visibilité à mon fournisseur, c'est important. Comment je vais pouvoir augmenter ma capacité d'achat? Ben oui, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai besoin d'acheter encore davantage pour pouvoir me prémunir, essayer d'éviter toute rupture de ma production et pouvoir vendre les commandes qu'on m'a passées. Donc, j'ai besoin d'augmenter ma capacité d'achat en ce moment. Et question très classique, comment je vais réussir à optimiser le financement de mon cycle d'exploitation? Vous savez, le schéma standard qu'on a vu avec les flèches et les besoins traditionnels, j'ai besoin de comment je l'optimise ça? Et comment je vais obtenir du crédit fournisseur? Le crédit fournisseur, c'est une principale source en fait de financement. Comment je peux en obtenir? En fait, et tout simplement, comment, en tant qu'acheteur, comment je peux mettre en avant ma bonne qualité d'acheteur pour essayer d'être traité peut-être en priorité par mes fournisseurs? Est-ce que c'est possible? En fait, toutes ces questions que nous, voilà, on rencontre sur le terrain, chez nos clients, quand on fait des entretiens avec eux, c'est à toutes ces questions que notre solution, elle va permettre de répondre. Et c'est la raison pour laquelle on a programmé notre intervention ce matin auprès de vous. Comme tu le dis, Aurore, c'est le moment de parler un petit peu de notre solution de reverse factoring. Mais avant de rentrer dans le détail du mode opératoire, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le reverse factoring de manière générale? Oui, si on peut dire. Le reverse factoring, il représente environ peut-être 5% de l'activité des sociétés d'affacturage en France. C'est très peu. En fait, historiquement, les programmes de reverse, comme on les appelle, ça concernait la grande distribution et bien avant la LME. Et il faut dire que je pense que vous avez tous en entendu parler, mais c'est vrai que dans le temps, ils avaient plutôt mauvaise presse en fait dans leur fonctionnement. Aujourd'hui, c'est encore un marché de micro-niche, il faut être clair. Il y a peut-être, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il y a peut-être une centaine de programmes en France. Bon, il y a quand même plus de la moitié qui concernent les très gros groupes, toujours. En fait, nous, grâce à nos solutions innovantes et en fait notre partenariat de confiance qu'on a avec le cabinet ACFI, qui est un acteur clé et un gestionnaire de programme, nous sommes dorénavant en mesure de proposer une solution packagée pour les PME, ETI et même les groupes intermédiaires, ce qui ne se faisait pas auparavant. C'est vrai que ces structures d'entreprise, malheureusement, ne pouvaient pas accéder à des programmes de reverse factoring il y a encore quelques années. En quelques chiffres, Urios, par exemple, en ce moment, j'ai fait le point, justement, quand on a préparé ça avec Sophie, on doit avoir à peu près 18 programmes actifs. Donc, en fait, il faut se rendre compte qu'on a une part vraiment conséquente sur le périmètre des programmes faits pour les PME, ETI, en fait, en ce moment. Et si on reste dans les généralités, je pense qu'en fait, il est important de rappeler avant tout que cette solution, c'est une relation commerciale. Vraiment, c'est une relation commerciale. C'est un esprit gagnant-gagnant. Et cette solution de reverse factoring, il faut qu'elle vienne conforter en fait le cercle vertueux de la relation entre le donneur d'ordre et le fournisseur. C'est vraiment important de rappeler. Faut pas retourner dans les mauvais fonctionnements qu'on a pu avoir il y a plusieurs années, comme je vous énonçais tout à l'heure. Donc voilà. Après, pour le reverse factoring, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le reverse factoring? Bon, dans le cadre de la facturage inversé, voilà, reverse factoring, c'est le client, acheteur, donneur d'ordre, peu importe le nom qu'il prend, qui va demander à ses fournisseurs de financer leurs créances sur lui avec l'aide d'une société d'affacturage. Autrement dit, le reverse factoring, il va en fait permettre à un acheteur de faire payer rapidement par un établissement financier les factures qu'il doit à ses fournisseurs. Donc, contrairement à la facturage classique qui finance le poste client, on se rend bien compte que le reverse factoring, lui, permet de financer le poste fournisseur. Et il n'y a vraiment aucune comparaison avec la facturage classique parce que dans le reverse factoring, le risque, il n'est pas diffus. Il repose sur un acheteur concernant des lignes de financement importantes. La facturage classique, le risque, il repose sur différents acheteurs. C'est vraiment pas comparable.
Alors, je vais vous montrer un petit peu le mode opératoire, ça qui est aussi intéressant, d'un programme de reverse factoring. Toujours avec nos schémas, hein, on est assez visuel avec Sophie. Donc, première étape. Alors, dans ma première étape, je suis un acheteur. Je dois mettre en place une étude reverse garantie sur mon entreprise au profit du financier afin de le garantir contre mon propre risque de défaillance. Et l'acheteur va passer commande auprès de son fournisseur. OK? Donc, c'est sûr que nous, on va intervenir à ce niveau-là avec Urios à travers notre contre-garant AIG pour pouvoir apporter cette garantie qui est juste l'essence même du programme. Sans garantie, il n'y aura pas de programme. Ensuite, deuxième étape, le fournisseur va transmettre ses factures à l'acheteur. OK? Troisième étape, les factures validées par l'acheteur sont envoyées via une plateforme web au financier. Il faut imaginer là au milieu qu'il y a une sorte de plateforme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toute facture validée par l'acheteur est irrévocable. Il n'y a pas de litige possible. C'est hyper important parce que c'est hyper rassurant pour un fournisseur. L'acheteur et le fournisseur, ils peuvent choisir les factures qui vont faire entrer dans le programme. En fait, il n'y a pas d'exclusivité de facture. Ensuite, autre étape. Bon, et ben maintenant, c'est le financier qui rentre en action. Il va payer les fournisseurs, soit avant échéance sous réserve d'un escompte, soit à échéance. La date, par exemple, parce qu'on nous l'a posé en rendez-vous, hein, mais la date la plus tôt, en tout cas, pour pouvoir payer le fournisseur, c'est quoi? On va dire que c'est la validation de la créance. Donc, ça peut être très tôt. Sachez que le système est très modulable. Vous pouvez vraiment ajuster les stratégies en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que quand vous allez décider que pour un fournisseur, il va être payé par le financier X jours avant échéance contre un escompte de X, c'est parce que vous l'avez dit une fois que c'est acté dans le marbre sur toute la relation du fournisseur, pas du tout. Vous pouvez l'ajuster en fonction des besoins. Donc, ça peut être pour une période, ça va être ça. Pour une autre période ou d'autres factures, vous allez dire, bon, voilà, on va changer, on va remettre d'autres conditions de règlement. Vous allez être payé X jours avant, on va changer l'escompte, il va être de X, ou bien ça va être à échéance sans escompte. C'est vraiment un système, il faut bien retenir, hein, de gagnant-gagnant avec le fournisseur. En tant que chef d'orchestre, le donneur d'ordre, il reste maître de son programme, mais c'est une relation gagnant-gagnant et qui peut être modulable. Et après, dernière étape, la 5, c'est à échéance convenue, l'acheteur va rembourser le financier. Et c'est là où tout l'intérêt du programme va aussi avoir lieu, hein, c'est que cet acheteur-là, quand il va rembourser le financier, il va pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire de 60 jours pour payer. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, conclusion, le donneur d'ordre, il a la faculté vraiment de piloter son programme. Donc, merci de nous avoir détaillé le mode opératoire du reverse factoring avec Urios. Est-ce que maintenant on peut reprendre nos exemples du début pour voir quels sont les bénéfices de cette solution? Donc, on va les reprendre dans l'ordre, hein. Comment est-ce que la solution de reverse factoring permet de soulager le BFR et la trésorerie en cas d'augmentation des matières premières? Ok, bon, que je propose, on va revoir nos schémas. Très simple. Première situation, c'était la hausse du coût des matières premières. Tout à fait. Vu que je paye mon fournisseur, enfin mon fournisseur, c'est mon financier, pardon. Vu que je paye mon financier 60 jours plus tard, au lieu de payer mon fournisseur à 30 jours, dans notre exemple standard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai encaissé avant de décaisser. En fait, la situation, elle est juste parfaite. Nous n'avons plus aucune tension, ni sur le BFR, ni sur la trésorerie. Par rapport à la situation initiale, on voyait une situation qui était très tendue. Et maintenant, que se passe-t-il avec un client qui nous paie en retard? Allez, on reprend le schéma. Donc, alors, le pic qu'il y avait sur cette situation-là, le pic le plus critique du BFR, il arrivait en fait au moment de la vente des produits finis. Qu'est-ce qu'on constate dans la situation du reverse factoring?
c'est que ce pic, en fait, il est absorbé. Il est complètement absorbé. Et en plus, on n'a pas décaissé et le BFR, il a baissé de 60%. Et en parallèle, on voit bien, hein, la trésorerie, en plus, elle s'est solidifiée. Donc, je pense que le schéma, il parle de lui-même. Donc, on comprend bien que le BFR et la trésorerie subissent moins de tensions grâce au reverse factoring. Est-ce que c'est le même cas pour le dernier exemple qui est un petit peu plus particulier avec la rupture d'approvisionnement? Sur le dernier cas, oui, c'est une situation un petit peu différente. Pourquoi? En fait, grâce au reverse factoring, c'est la solution pour prouver ma qualité première d'acheteur. Ah, c'est sûr. Le fournisseur, en fait, il peut peut-être me choisir parmi d'autres acheteurs. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que sur le papier, je peux moins subir la rupture des approvisionnements. Je vais pouvoir acheter même un complément de matière première, par exemple. Vous voyez, dans mon exemple, vous vous souvenez, si tu es Sonicel, je pouvais pas tout acheter. C'était un petit bout, je pouvais pas produire, j'avais pas assez pour produire. Grâce à la reverse factoring et notre qualité d'acheteur qui a quand même changé la donne, hein, parce qu'on intéresse les fournisseurs, on peut en tout cas récupérer un complément de matière première. Mais du coup, ça veut dire quoi si je le récupère, ce complément de matière première? Ça veut dire qu'en fait, je vais reprendre mon cycle. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir produire, je vais pouvoir facturer et surtout, je vais pouvoir encaisser. Et toujours en décaissant plus tardivement pour rembourser mon financier. Donc, sans reverse factoring, on voyait une tension, souvenez-vous, qui était longue et continue, sans fin. Avec le reverse factoring, on a une petite tension qui est à court terme, qui est là dans mon exemple, qui donne 20 jours. Donc, on voit la différence complètement, même en cas de rupture, parce que on a amélioré notre qualité d'acheteur. Donc en fait, conclusion, et si on vulgarise avec nos schémas, la mise en place du reverse factoring permet d'alléger, voire dans certains cas, de supprimer l'ensemble des tensions sur le BFR et la trésorerie, dans le cas de crise actuelle en tout cas que nous vivons. Mais avant la crise économique, le reverse factoring était quand même une solution que nous proposions déjà sur le marché. Quand est-ce que les entreprises étaient amenées à l'utiliser? Il y avait bien d'autres raisons. Oui, bien sûr. En fait, on a mis en place des programmes pour des difficultés plus traditionnelles, hein, d'une entreprise, ce qu'on a appelé, vous voyez dans le slide là, les impacts structurels. Donc on vous a listé les principaux, on va dire, difficultés structurelles que peut connaître une entreprise et pour lesquelles un programme de reverse factoring répond mais entièrement en fait à la problématique. Donc le premier point, ça va être une forte saisonnalité. Donc, on le voit bien, hein, nous, on a accompagné des entreprises dans le retail, le textile ou autre. C'est sûr que l'impact, il est immédiat. Ça peut être également des entreprises qui ont un cycle long de fabrication dans l'industrie. Donc, ça aide en fait à absorber un peu ce besoin de BFR. Vous pouvez avoir également des entreprises qui ont des process longs de facturation. On a eu également de cas d'entreprises qui devaient gérer des stocks très importants. Donc, ça permet d'absorber également sur le BFR et la trésorerie. Et après, dernier point, c'est les entreprises. Là, j'ai nommé les entreprises exportatrices, parce qu'effectivement, elles vont connaître des délais de paiement allongés. Donc, si elles peuvent effectivement encaisser des fois avant de décaisser, ce sera toujours très très intéressant. Donc ça, c'est des impacts plutôt structurels. Et justement, je peux peut-être vous parler de deux cas. Là, on a un cas dans le retail, on l'évoquait, et puis un autre cas un peu différent dans l'environnement pour comprendre un petit peu les difficultés qu'il y avait de manière un peu plus traditionnelle et où est-ce qu'on est intervenu en tout cas avec ce package, cette solution packagée. Dans le cas d'une entreprise dans le retail, c'était une entreprise qui a connu une procédure collective et durant la crise Covid, zéro chiffre d'affaires. Donc compliqué. Le besoin était assez clair. J'avais besoin pendant ma procédure collective, j'ai quand même besoin de constituer mes stocks rapidement pour pouvoir les vendre en fin d'année parce que j'ai des fortes saisonnalités. Et surtout, pas surtout, c'est en parallèle, j'ai besoin de restaurer la confiance de mes fournisseurs.
C'est sûr que quand vous subissez une procédure collective, voilà, il faut renouer le dialogue, restaurer la confiance avec les fournisseurs. Et ben, le programme y a répondu complètement. Mais premier point, je vous parlais de la constitution des stocks. Ben, en fait, avec le délai légal qu'on a vu là de 60 jours que le programme il offre, bah, l'encours, en fait, il peut tourner plusieurs fois. Et en l'occurrence, il avait tourné 3 fois, ce qui a permis d'avoir des délais en fait cohérents avec les rotations des stocks. Et ensuite, par rapport à la confiance des fournisseurs, bah, le fait qu'il y ait un établissement financier de référence dans la boucle, bah, ça les a rassurés. Donc c'était voilà, c'était un premier palier là-dessus. Et puis après, le fait de pouvoir choisir le paiement rapide ou à échéance, c'était une modularité en fait que les fournisseurs ont vraiment apprécié. Et tout ce système était simple, donc c'était efficace pour eux en fait. Donc ça a répondu complètement aux besoins de l'entreprise. Dans l'autre en fait exemple, c'était une entreprise plutôt dans l'environnement et c'était différent. En fait, cette entreprise, elle était vraiment en forte croissance. Bon, bah, forte croissance, forcément, besoin de BFR, ça c'est mécanique. Hein. Mais en plus de devoir gérer sa forte croissance, l'entreprise, en fait, elle a connu une modification de son business model. En fait, avant, elle était payée par des clients en direct, sans délai. Et en fait, son modèle économique a dû changer. Donc, du coup, maintenant, elle devait être payée par des subventions de l'État. Et du coup, il y avait du délai. Il y avait plusieurs mois. Donc, il pouvait avoir même des fois 3 à 6 mois de délai pour être payé sur les subventions. Donc, forcément, ça commençait à tendre fortement le BFR. Et un autre aspect de ce développement de cette société, c'était que les fournisseurs qui l'ont accompagné dans cette forte croissance, bah, les fournisseurs, ils étaient stratégiques, mais en fait, certains ont été également fragilisés, en fait, parce qu'ils ont connu la même forte croissance que notre entreprise, que notre client. Donc, le besoin, il était assez clair. Il fallait que je finance mon BFR avec mon changement de modèle, hein, parce qu'il fallait que je supporte maintenant des délais de règlement plus longs. Et bah, il fallait que je fidélise mes fournisseurs et que je les sécurise également, dans leur croissance également. Donc voilà, bah, le programme, il y a répondu complètement. Hein, le paiement anticipé des fournisseurs avec escompte, ça les a sécurisés. Ils ont trouvé vraiment la souplesse de la gestion des flux. Ils ont trouvé l'offre agile. Donc, et toujours pareil, hein, le fait de leur proposer un tel programme, c'était un argument différenciant pour les fournisseurs. Il faut savoir que l'entreprise dans laquelle, l'activité dans laquelle est l'entreprise, il y a de la concurrence, donc du coup, bah, elle améliore sa qualité d'acheteur et donc ça intéresse les fournisseurs également. Et les délais supplémentaires de remboursement du financier, ça les a aidés à absorber une partie en fait des délais longs de subventions qu'elle devait percevoir. Et voilà, et par rapport à tout ça, elle a pu travailler là-dessus sans faire un emprunt classique à la banque. Donc, on voit bien que le programme a eu tout son intérêt également dans cette entreprise sur un besoin très structurel. Je te remercie, Aurore. La présentation touche à sa fin. J'ai noté pendant toute la présentation du coup des questions qui étaient remontées. Je propose de t'en poser quelques-unes pour que tu puisses y répondre. Ok. Alors, la première question, c'est quel est le délai de mise en place d'une solution de reverse factoring? Alors, bah, je vais vous dire que ça va dépendre quand même du donneur d'ordre, hein, de l'acheteur, la maturité du projet. Allez, je vais dire que si toutes les planètes sont bien alignées, le délai minimum pour mettre en place du reverse factoring, c'est peut-être 1 mois et demi, 2 mois. On va partir là-dessus. Et autre question, est-ce que le délai supplémentaire des 60 jours entre dans la LME? Alors, c'est un délai supplémentaire qui est légal. Hein. En fait, il s'agit tout simplement d'un deuxième flux d'affaires parce que, en tant qu'acheteur, mon créancier n'est plus le fournisseur, mon créancier est le financier. Et vous payez à 60 jours votre relation d'affaires avec le financier. Il n'y a aucun problème. Et justement, il y a des programmes en fait qui ont été mis en place pour sécuriser les délais LME et se prémunir du risque d'amende de la DGCCRF et du risque d'image. Hein. D'ailleurs, quand j'ai énoncé quelques difficultés structurelles dedans, il pouvait avoir la mise en place de process longs, vous savez, donc de facturation. Donc oui, ça
c'est complètement légal et ça aide en tout cas à se prémunir de ces longueurs dans la gestion interne des fois de certaines entreprises. Alors, j'essaie de faire un peu de tri dans les questions pour reprendre celles que tout le monde pose. Alors, quand a lieu le transfert de propriété pour le fournisseur? Ah oui, ça c'est une question plutôt juridique. Donc, nous ne sommes pas rentrés dans le point de vue juridique, mais bon, la réponse est simple, hein, donc on va la fournir, il n'y a pas de souci. En fait, le transfert de propriété de marchandises du fournisseur, elle a lieu simplement au moment du paiement du financier. C'est quand le financier va payer le fournisseur que le transfert de propriété s'opère. Et si vous voulez une petite note juridique, on va parler de subrogation. On parle de quittance subrogative permanente. À un moment aussi, quand tu as présenté notre solution de reverse factoring, tu as parlé de plateforme pour envoyer les factures aux financiers et gérer le tout. On demande si c'est un outil ou un logiciel qu'il faut installer. Ah, oui, oui, non, pas d'inquiétude, c'est du SaaS, Software as a Service. Vous voyez ça comme un portail, c'est un portail. Les informations, en fait, elles sont partagées entre le client, le fournisseur et le financier. C'est un portail d'échange, de visualisation des données et c'est votre outil de suivi du programme. Mais rien à installer chez vous, pas de problème. Et puis, la fameuse question à laquelle on n'échappe pas, jamais, quel est le coût d'un programme? Ah, ok. Alors, il est variable. Alors, je sais que ça va pas apporter de réponse concrète, mais il faut se rendre compte que le coût du programme, il est variable. Il est variable, il dépend de quoi? Je vais citer deux principales données. Premier point, il va dépendre quand même de la position de risque de l'acheteur, parce que n'oubliez pas que pour que le programme ait lieu, il faut qu'il y ait une garantie. La garantie, elle est sur l'acheteur. Donc, tout va dépendre de l'analyse du risque de l'acheteur. Premier point. Et deuxième point, ça va dépendre de la volumétrie des achats. C'est important. C'est pour ça que souvent, quand on approfondit lors des rendez-vous, à un moment donné, on va demander du détail sur la volumétrie et le flux des achats. Voilà. Donc après, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est imaginons que vous avez un coût du programme qui représente par exemple, allez, 1,5% du chiffre d'achat estimé. Faut quand même se rendre compte que la différence entre ce taux de 1,5 et le taux d'escompte que vous pourrez appliquer à vos fournisseurs, c'est du gain net pour vous. Donc, je vais terminer là-dessus pour le coup. Allez, dernière question et puis pour les autres, on y répondra avec grand plaisir par mail. Vous pouvez nous contacter sans aucun souci. Alors, y a-t-il un intérêt de ne pas prendre son établissement financier ou son factor déjà en place? Alors, ne pas prendre sa banque, parler plutôt de ça, c'est oui, totalement. Je pense que ça permet, ça réduit l'exposition en fait avec ces banques. Ça permet de diversifier en fait, hein, et je pense que le fait de diversifier, justement, c'est stratégiquement intéressant. Vous obtenez quand même un financement du BFR hors partenaire bancaire. Donc, oui, hors banque traditionnelle, c'est intéressant. Eh bien, écoute, Aurore, on a tenu un petit peu plus longtemps que prévu. Je propose d'arrêter là notre présentation. Je rappelle que nous Ok. pouvons vous envoyer les slides et le replay du webinaire par mail. Donc, n'hésitez pas à nous faire la demande. Et si jamais vous avez besoin d'avoir un entretien avec Aurore, n'hésitez pas à lui faire également la demande. Ça sera un plaisir de vous expliquer la solution de reverse factoring et comment elle peut intervenir dans votre situation. Totalement, donc je suis en phase. Donc, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. On nous excusons d'avoir un petit peu débordé. Et n'hésitez pas, on peut se revoir par la suite lors d'un rendez-vous individuel. Je vous remercie bien. Merci. Merci bien, au revoir.